Ils ont dit à la Terre de se taire. Lorsque le premier ambassadeur humain s'est présenté devant le Conseil galactique, désarmé, les mains ouvertes, parlant dans un langage commercial clair et concis, la réponse a été un rire authentique, public et diplomatique. L'un des délégués du collectif Yevnar l'a même diffusé en direct. Votre espèce est admirable pour une civilisation pré-mécanique, avait-il déclaré, les dents brillantes comme du verre poli. Revenez quand vous aurez quelque chose de valeur. C'était il y a 3 ans. Ils ont ignoré chaque signal après cela, chaque avertissement, chaque clip silencieux de test de rails cinétiques envoyé à travers le vide. Pas une seule réponse, pas même une insulte diplomatique. Le Conseil a tout simplement mis la Terre sur la liste noire de tous les canaux, l'a exclue, l'a oubliée, la rendait sans importance, mais la Terre n'a pas oublié, et elle n'a pas arrêté. Le capitaine Rainer se tenait immobile au bord de la baie de lancement, le sol en acier lisse vibrant sous ses bottes, tandis que la dernière armature de chargement des rails se verrouillait. 32 projectiles en tungstène, chacun de la taille d'une petite voiture, étaient enfouis profondément dans le dispositif à 3 tubes, refroidis et prêts au lancement. Pas de carburant, pas d'explosifs, juste la gravité, des aimants et des mathématiques. Physique pure, violence pure. Il serra les mâchoires. Ses yeux ne clignèrent pas. Derrière lui, le reste du destroyer de classe Ravageur 01, nom de code Silencer, était une symphonie de discipline et de brutalité. 500 membres d'équipage, tous humains, tous silencieux, tous nés d'un monde moqué, rejeté, exclus des étoiles. Ils orbitaient désormais silencieusement dans l'ombre de Kuran 4, une planète avant-poste diplomatique tenue par le Conseil. Une planète construite sur l'hypothèse que la paix était garantie. René ne croyait pas à la paix. Plus maintenant. Le message avait été envoyé une dernière fois, 2 jours plus tôt. Un signal bref. Les mêmes mots, sans émotion. Dernier avertissement. La Terre possède une technologie cinétique supérieure. Ce n'est pas du bluff, ils n'ont jamais répondu. Technologie cinétique supérieure. Ce n'est pas du bluff, ils n'ont jamais répondu. Le vieil homme sur Terre, l'amiral Alverson, leur avait accordé 72 heures avant d'ordonner la première frappe. Rainer avait demandé 24. La dernière heure s'écoulait. Aucun signal. Aucune lumière des satellites Curani. L'arrogance du Conseil n'avait pas changé. L'arrogance du Conseil n'avait pas changé, toujours aussi persuadé que l'humanité était sous le coup de la tension. Toujours convaincu que le silence de la Terre signifiait soumission et non calcul. L'officier des communications de Rainer, Don, parla à voix basse derrière lui. Flotte du Conseil détectée. 2 minutes d'avance. Équipement de patrouille standard. Pas de bouclier levé. René ne se retourna pas. Un message? Rien. René inspira lentement et régulièrement. Ni colère, ni haine, juste concentration, clarté. Il n'était pas là pour se venger. Il était là pour rectifier le tir. Armer le canon électrique principal, tous les canons, couler pour tir simultané. Oui, monsieur. Quelque part au fond du blindage du vaisseau, armer le canon électrique principal. Tous les canons. Couler pour tir simultané. Oui, monsieur. Quelque part au plus profond du blindage du vaisseau, les systèmes bourdonnaient, les condensateurs se chargeaient, les bobines magnétiques se mettaient à tourner. La flotte Kurani apparut, vaisseaux élancés, courbés comme des lames en croissant, dérivant vers le silence sans même un bouclier levé. Pas de manœuvre tactique, pas d'avertissement, parce que la Terre était toujours la risée, la note de bas de page. Ils avaient oublié que la physique se fiche de savoir qui rit. Le compte à rebours atteignit 0. René parla, d'une voix égale. Feu, pas de tonnerre, pas d'éclair. Juste l'absence soudaine et criarde de silence. 3 barres. Accélérèrent à mâche. 15, une mort invisible brisa l'atmosphère avant que le vaisseau de commandement Kourani
n'ait eu le temps de détecter la chaleur. Sur la planète en contrebas, les tours diplomatiques s'illuminèrent. Les stations boucliers, toujours froides dans les zones de paix, disparurent sous l'onde de choc. La coque du vaisseau de commandement se fendit au milieu d'une phrase, comme si le vide lui-même avait arraché une page de l'existence. Le reste de la flotte du Conseil se dispersa, trop lent, trop mal préparé, trop certain de sa supériorité. 3 autres projectiles suivirent, puis un autre. De leur supériorité, 3 autres projectiles suivirent, puis un autre. Pas d'armes tape à l'œil, pas de drone IA, pas de rayons d'énergie, juste de l'ingénierie humaine, pointée directement sur l'arrogance. 10 minutes plus tard, c'était fini. René se retourna enfin. « Envoyez le message, dit-il. Don Pali. Envoyez le message, dit-il. Don Pali. Message, monsieur? Même mot? Juste un ajout. Il se dirigea vers le poste de commandement, le regard fixé droit devant lui, la voix d'un calme absolu. Dernier avertissement. Le silence qui suivit n'était pas la paix. C'était la peur. Au plus profond du silencieux, chaque écran vibrait de chaos. Les émissions du Conseil inondaient les chaînes interstellaires, brouillées par des transmissions frénétiques en une centaine de langues. Pas de commandement unifié, pas de stratégie, juste la panique. Après des décennies de domination incontrôlée, le Conseil galactique subissait enfin sa première défaite. Et ce n'était pas contre un autre empire. C'était contre une espèce rebelle et isolée qu'ils croyaient à peine capable de voler en orbite. Ils avaient déjà vu des missiles, des lasers, du plasma, et même des armes gravitationnelles. Mais rien de tel, rien d'aussi précis, si silencieux, si définitif. Rien d'aussi précis, si silencieux, si définitif. René se tenait au centre de la passerelle, tandis que les données affluaient. Les doigts de Don actionnaient la console plus vite qu'il ne l'avait fait de toute sa vie, la sueur ruisselant sur son visage. Le réseau du Conseil est totalement bloqué, rapporta Teil. Toutes les espèces majeures sont en alerte. Les boucliers planétaires se lèvent sur 12 secteurs. Trop tard pour les boucliers, dit Rainer. Derrière lui, le lieutenant Varick, chef des armes, gardait un œil sur les scanners orbitaux. La flotte diplomatique a disparu, monsieur. Aucun survivant. Les vaisseaux du Conseil aux avant-postes 3, 5 et 6 se déroutent vers l'orbite de Koran, mais sa voix s'interrompit. « Mais quoi ?» demanda Rainer. « Ils ne répondent pas aux appels. Pas d'ordre, pas de formation. » Car malgré toute sa supériorité, le Conseil galactique n'avait jamais été contesté. Pas vraiment. Pas par quelqu'un qui refusait de jouer le jeu. La Terre l'avait appris à ses dépens. Il y a 3 ans, le Conseil avait rejeté l'humanité, non par haine, ce qui aurait signifié qu'il ressentait quelque chose, mais par désintérêt, comme on ignore un insecte qui rampe sur sa chaussure. On ne lui parle pas, on ne discute pas, on suppose simplement qu'il finira par mourir ou qu'on lui marchera dessus. René serra les mâchoires au souvenir du visage de l'ambassadeur. Jensen s'était tenu sur le sol de marbre de la salle du Conseil galactique, proposant paix, commerce et alliance. Et ils avaient ri. Puis ils avaient éteint les caméras et exclu la Terre de toutes les routes stellaires connues. Même les vaisseaux civils se voyaient refuser les coordonnées de saut. C'est à ce moment-là que la Terre avait cessé de parler, quand la Terre commença à construire des canons électriques. Et maintenant, ils écoutaient. L'écran, au fond, clignotait en rouge. Une transmission entrante, non cryptée, sur la bande standard du Conseil. La voix de Don brisa la tension. « Monsieur, c'est eux, un membre du commandement du Conseil. Pas l'organe central, mais un haut gradé. » René hocha lentement la tête. « Passe-moi ça. Audio seulement. » Il y eut un bruit parasite. Puis une voix,
coupante, aiguë, arrogante, mais tremblante sous la surface. Ici le vice-commandement élitran de l'ascendance Velaire, au nom de la directive intérimaire du Conseil galactique. Vaisseau humain silencieux. Vous avez attaqué un avant-poste autorisé par le Conseil et détruit plusieurs équipements diplomatiques. Il vous est ordonné de vous retirer et d'attendre votre jugement. Tout manquement entraînera votre... René coupa le signal au milieu d'une phrase. Les yeux de Don s'écarquillèrent. Monsieur, ils ne sont pas là pour écouter. Ils sont là pour restaurer l'illusion du pouvoir, dit Reiner à voix basse. Ils ont toujours le contrôle dans leur esprit, mais nous les avons juste embarrassés. C'est pire que de les menacer. Les empires s'effondrent plus vite par fierté que par sang. Il se tourna vers l'équipage. Ils riposteront, pas immédiatement, mais ils le feront, ils le devront. Leur structure entière repose sur leur incontesté. Varric semblait inquiet. « Allons-nous atteindre la prochaine cible, monsieur ?» René hocha lentement la tête. « Maintenons la pression. Frappons et disparaissons. Une flotte, un coup de poing, et puis on bouge. Nous avons 6 autres rails et 3 coordonnées de repli. » Don hésita. « Tu ne veux pas entendre ce que dit la Terre en premier. » Rainer le regarda comme s'il venait de dire quelque chose de naïf. « Je sais ce que veut la Terre. » Et il le savait. Cette mission avait été approuvée dans l'ombre, sous la diplomatie superficielle, et les discours de paix. L'amiral Halverson n'avait pas signé de déclaration de guerre. Il n'en avait pas besoin. Le vieil homme avait simplement remis à René une ligne d'ordre gravée dans une mémoire cryptée. Qu'il se souvienne de nous. Des ordres gravés dans une mémoire cryptée. Qu'il se souvienne de nous. Voilà ce que c'était. Un souvenir gravé dans le feu. L'écran de navigation pulsait. Une autre planète du Conseil, Tellus Prime, un centre de relais de communication, tournait lentement dans la projection. État du bouclier, hors ligne. Présence de la flotte. Minime. René pinça les lèvres. Le Conseil n'avait pas pensé à défendre les organes fragiles de son empire. Il désigna. Coordonnées de saut vers Tellus Prime. Course silencieuse. Je veux qu'on sorte de ce système dans 3 minutes. Le saut était propre. Instantanément. Une seconde, ils flottaient dans les cendres de Curanf, et la suivante, ils étaient à 2 millions de kilomètres au-dessus d'une planète verdoyante, tourbillonnant de trafic de données et de câbles orbitaux. Pas de vaisseaux de guerre, pas de patrouilles, juste des anneaux de station, des entreprises, des diplomates, des cibles faciles. René expira par le nez. Ils s'étaient infligé ça à eux-mêmes. Il repensa à sa première candidature pour cette mission. Ce n'était même pas une véritable mission à l'époque, juste une possibilité. Un scénario hypothétique en cas d'échec diplomatique. Il se souvint de sa rencontre avec l'amiral Halverson dans ce sombre bunker de béton sous Oslo. Pas de presse, pas de caméra. Juste 2 hommes et une image satellite granuleuse d'un croiseur du Conseil planant au-dessus d'une colonie civile terrestre, une colonie qui s'éteignit plus tard accidentellement. Ils n'avaient jamais confirmé que le Conseil avait commis l'attaque, mais ils avaient enterré les morts. René se tourna vers Don. Ciblez les tours de communication. Non civiles. Pas de dégâts de dispersion. Varric planifiait déjà des trajectoires. Les projectiles 2 et 3 étaient armés. René observa par la fenêtre. On aurait dit le paradis. Tellus Prime était le genre de monde que les humains rêvaient de coloniser. Des océans couleur saphir, une herbe douce comme de la mousse s'étalant sur des collines ondulantes. Magnifique, intouchable, et possédé par une espèce qui avait refusé à la Terre le droit à l'eau pendant 6 ans. Le feu, dit Reiner. 2 limaces tombèrent de l'orbite comme des dieux en colère. Elles transpercèrent les tours, puis s'enfoncèrent dans la mer. Pas d'explosion, pas de flammes, juste des cratères là où se trouvaient d'anciennes centrales électriques et un monde plongé dans une obscurité terrifiante. Puis ils sautèrent à nouveau. 3 autres sauts, 3 autres cibles, toutes civiles,
Toute critique. Une station commerciale sur Beltora 9, un relais de bouclier sur la ceinture d'Oryx, une raffinerie au cœur des mines de l'épine dorsale de Zorak. À chaque fois, une frappe, un message, dernier avertissement lancé. À chaque fois, pas de survivants, pas de flotte d'intervention. Et chaque fois, le conseil se taisait, mais sur Terre, le bruit s'amplifiait. Le saut final de Rainer ramena Silencer du côté obscur de la base Luna, le terrain d'entraînement militaire de la Terre, à l'abri des médias, cachés par des décennies de silence médiatique. Ils accostèrent dans un silence de mort. Pas de trompette, pas d'applaudissements, pas de drapeau, juste de l'acier et de l'air froid, et les regards de ceux qui avaient trop longtemps attendu justice. L'amiral Alverson retrouva Rainer dans la salle de débriefing. Pas de poignée de main, pas de salut, juste un long regard entre deux hommes qui avaient vu le monde qu'ils aimaient être moqués, pillés et oubliés. Alverson fut le premier à rompre le silence. Ils appellent ça du terrorisme. René ne sourcilla pas. Bien sûr que oui. Ils ont commencé à rallier leur flotte, 20 espèces, une bannière unifiée. René croisa les bras. Ils peuvent s'unifier autant qu'ils veulent. Ça ne change rien à la physique. Alverson esquissa un léger sourire. Parfait. Puis l'amiral se retourna, activant une carte grand écran de la galaxie. Des dizaines de marques rouges s'illuminèrent. Déploiement de flotte, centre du Conseil, possible contre-offensive. Il nous reste 7 jours, avant leur premier véritable coup. Ils viendront en force. Ils arriveront en colère. Ils tenteront de nous anéantir pour ne pas avoir à répondre de notre sous-estimation. René hocha la tête. Quel est le plan? Halverson le regarda, non pas comme un capitaine, mais comme une arme. Nous faisons ce que nous avons toujours fait. Capitaine, mais comme une arme. On fait ce qu'on a toujours fait. Survivre? Non. Le regard d'Alverson se durcit. On le fait saigner à chaque année-lumière. René hocha la tête. La guerre n'allait pas venir. Elle avait déjà commencé. Les nouvelles étaient partout. Chaque communication souterraine, chaque relais pirate, chaque flux illégal à travers la galaxie. Ils diffusaient tous la même chose. La Terre avait riposté. Et le coup n'avait été ni chirurgical, ni politique, ni diplomatique. Il avait été brutal, unilatéral et sans aucune excuse. Les frappes du silencieux avaient réduit 6 installations du Conseil en cendres et en poussière. Pas d'armes énergétiques tape à l'œil, pas de super-guérilla, juste des projectiles métalliques se déplaçant à une vitesse indétectable, délivrés avec la précision d'un sniper orbital. Pour la première fois depuis 1000 ans, le Conseil galactique avait subi des pertes causées par une espèce non autorisée, une espèce qu'il n'avait même pas pris la peine de classer en tier 2. Désormais, la Terre n'était plus une planète. C'était un problème. De retour sur la base lunaire, le capitaine Rainer arpentait les couloirs de fer comme un homme en sursis. Le bourdonnement des générateurs de gravité résonnait dans les murs. Et partout où il regardait, hommes et femmes se déplaçaient rapidement, par les bas, se préparant à quelque chose que personne n'osait annoncer à voix haute. La guerre. La vraie guerre. Pas d'escarmouches frontalières. Pas de conflits commerciaux. Pas de bataille par procuration sur des lunes lointaines. Cette fois, la cible, c'était nous. Lorsque Rainer entra dans le pont de commandement, le silence se fit dans la salle. Halverson était déjà là, flanqué d'officiers supérieurs, tous regardant une projection en direct. L'écran montrait 12 flottes du Conseil, toutes mobilisées en formation serrée, couleurs unifiées sous une même bannière. L'accord du corps. Un nouveau nom. Une nouvelle guerre. Ils n'appellent pas ça une riposte, dit l'amiral sans se retourner. Ils appellent ça une opération de nettoyage. René serra les dents. Charmant. Ils ont qualifié la Terre de tumeur contaminée. Non, autorisé. Illégitime. Leurs chaînes publiques le font passer pour une atteinte à l'harmonie galactique. Parce que nous avons riposté? Parce que nous les avons fait saigner. Halverson se tourna vers lui, le regard dur, les lèvres pincées. Les flottes des corps à cordes sont en route. Elles seront dans le système solaire dans moins de 5 jours.
37 vaisseaux, au moins 15 croiseurs. Nous pensons que 4 d'entre eux sont de classe siège. René fixait l'écran, le regard froid et calculateur. Combien de canons électriques sont opérationnels sur la planète? 5. 3 autres seront opérationnels d'ici 72 heures. 2 sur la Lune. Une plateforme mobile au-dessus de Mars. Et un silencieux, réarmé, réajusté, mode fantôme activé. René hocha la tête, puis nous refaisons le premier pas. Il y eut un silence. La pièce changea. Un jeune officier, le lieutenant Graz, s'éclaircit la gorge. « Sauf votre respect, monsieur. Ils sont 10 fois plus puissants que nous. Peu, être plus. Nous ne gagnerons pas une bataille frontale. » René le regarda comme un homme inspectant un fusil fêlé. Qui a parlé de front? Il s'avança, tapotant l'écran, transformant la carte de la flotte en superposition 3D. Des points s'illuminèrent. Stations de ravitaillement, relais de frais, balises de données. Ce ne sont pas des flottes de guerre. Elles sont cérémonielles, politiques. Des balises de données. Ce ne sont pas des flottes de guerre. Elles sont cérémonielles, politiques. Conçues pour l'intimidation et les défilés, leurs équipages sont habitués à la domination, pas à la résistance. On leur coupe le carburant, on aveugle leur navigation, on retire un croiseur de la formation et tout s'écroule. Les gris n'avaient pas l'air convaincus. Et s'ils ne le sont pas, alors on tire à vide, puis on percute, puis on saigne, mais ils s'en souviendront. Le silence s'installa, car tout le monde savait qu'il était sincère. Halverson brisa la tension. La population terrestre est relogée dans des abris souterrains. Panne d'électricité mondiale prévue dans 48 heures. Les vaisseaux civils sont cloués au sol. Chaque plateforme orbitale est désormais affectée à l'armée. Il regarda autour de lui. Ça y est, pas de retraite possible. S'ils atteignent la surface, c'est fini. René se retourna. Alors ils ne le feront plus. Dans le hangar de Silencer, l'ambiance était différente, plus vive, plus furieuse. L'équipage se déplaçait en groupes serrés, rechargeant les compartiments, sécurisant les systèmes de survie, vérifiant les joints pressurisés d'une main tremblante, même quand personne ne les regardait. Ces hommes et ces femmes n'étaient pas des guerriers nés. Ils avaient passé la majeure partie de leur vie à croire que l'espace était un rêve, jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'il s'agissait d'une prison aux murs invisibles, construite par des extraterrestres qui souriaient avec les dents et appelaient à l'ordre. Le sergent Kellen rencontra Rainer près de la chambre du canon électrique à vent. L'homme était plus âgé que la plupart des membres de l'équipage, au visage dur, aux épaules larges, un ancien mineur de Titan, à la voix grave et ne supportant aucune hésitation. « Ils savent ce qui va arriver », dit-il sans le saluer. « Ils sont prêts ?» demanda Rainer. Kellen haussa les épaules. « Peu importe. Ils se battront de toute façon. » C'en était assez. Ils fixèrent tous deux la terre par les 3 hublots, une sphère bleue parfaite suspendue dans l'obscurité. Paisible, fragile, l'endroit où ils étaient nés, moqués et exclus des étoiles simplement parce qu'ils étaient arrivés en retard. Ils s'arrêtèrent un jour pour demander pourquoi nous avions construit des canons électriques plutôt que des lasers, murmura Kellen. Rainer esquissa un léger sourire narquois. Les lasers, c'est propre. Les canons électriques, c'est la pagaille. Kellen hocha la tête. Parfaitement. Pendant ce temps, à l'autre bout de la galaxie, à bord du vaisseau amiral Varelian, le vaisseau seigneur Kazir du Conseil arpentait le plancher doré de son pont de commandement. Grand, élégant et issu d'une longue lignée de diplomates devenus conquérants, il ne criait pas. Il n'était pas enragé, mais il brûlait d'une humiliation silencieuse. Ils nous ont fait passer pour des primitifs, dit-il d'une voix douce et douce. Oui, grand seigneur, chuchota son assistant. Leurs armes cinétiques sont efficaces. Efficaces, Kazir se retourna, les yeux brillants. Ils ont tué des ambassadeurs, des gouverneurs, des commandants, sans avertissement, sans permission,
sans procédure, il se dirigea vers l'écran central. Un modèle 3D de la Terre en rotation flottait dans les airs. Je veux que ce monde soit réduit au silence. Définitivement. Plus de survivants, plus de martyrs. Nous effacerons chaque structure, chaque signature. Nous réécrirons leur étoile des cartes. Oui, Seigneur. Et lorsque le dernier de leur espèce sera mort, nous les remercierons de nous avoir rappelé ce qu'est la guerre. De retour sur Terre, alors que le compte à rebours dépassait le 2e jour, Rainer se tenait au bord des ruines de Seattle, une ville civile désaffectée désormais transformée en ville fantôme. Rues vides, tours de verre creusées, toutes les lumières éteintes pour éviter toute détection depuis l'orbite. Le ciel était silencieux, trop silencieux. Le commandement dit qu'on a 30 heures, dit-on dans l'écouteur. Ensuite, ils seront à portée. René ne répondit pas tout de suite. Il leva les yeux vers les étoiles, désormais invisibles derrière les protocoles de blackout. Quelque part, des vaisseaux de la taille d'une ville s'approchaient, dotés d'une puissance de feu capable de réduire des continents en poussière. Et tout ce qui séparait la Terre de l'annihilation, c'était quelques vaisseaux, une poignée de canons électriques et la volonté de dire « Pas aujourd'hui ». Il tapota son écouteur. Chargez la cartouche-ci dans le silencieux. Préparez le saut furtif. On n'attend pas qu'il frappe. Minuit. Le silencieux était en mode fantôme, se faufilant entre les satellites de l'espace lointain comme une ombre dans le brouillard. Pas de lumière, pas de signal, pas de trace. René se tenait dans le CIC tandis que la flotte ennemie se profilait devant lui, à peine détectable, lente, majestueuse, arrogante. Ils ignoraient totalement que la Terre les observait. Ils ignoraient également qu'une balle de canon électrique était déjà verrouillée, calculée, pointée directement sur la passerelle de commandement du Varélien. René expira. Feu. Aucun son ne retentit dans l'espace, mais l'effet fut assourdissant. Le vaisseau amiral s'ouvrit comme un œuf tombé sur du béton. Une seconde plus tard, le signal de la liaison de communication principale du Conseil fut coupé. À l'intérieur de leur formation, la panique se répandit comme une traînée de poudre. Les vecteurs de retraite s'activèrent. Les boucliers se levèrent. La formation de dispersion fut initiée, c'était le chaos. Ils s'étaient entraînés pour la guerre, pas pour la défaite, et la Terre venait de leur apprendre les deux. Le cri de l'alerte de proximité transperça le silencieux comme une lame. De multiples contacts rompirent la discrétion. Le secteur 4 se rapprochait rapidement. La voix de Don se brisa tandis qu'il criait par-dessus l'alarme grandissante. Ce ne sont pas des éclaireurs. Ce sont des navires de guerre. Signature du Conseil confirmée. Le capitaine Rainer ne broncha pas. Il était déjà en mouvement. Désactivez le mode fantôme. Mettez tous les systèmes en rouge combat. Dites à la base Luna qu'ils ont percé. Les lumières sur la passerelle passèrent du bleu au rouge profond. Le bourdonnement des condensateurs des canons électriques en charge résonna dans le vaisseau tel un battement de cœur. Chaque membre d'équipage se mit en mouvement avec une rapidité qui ne venait que de la conscience qu'il ne s'agissait pas d'un exercice. Plus de simulation, plus de répétition. C'était fini. À travers les étoiles, pas de répétition. Ça y était. À travers les étoiles, le pire cauchemar de la Terre était enfin arrivé. À la base lunaire, l'amiral Halverson se tenait devant une holocarte rouge clignotante, portant une douzaine de signatures ennemies, telles des blessures sanglantes éparpillées dans le vide. Sa main burinée planait au-dessus du panneau de contrôle, scrutant du regard chaque vaisseau en approche. « Ils ont divisé leur formation, » dit son officier de renseignement, « 4 en vecteur l'heure. Les autres descendent droit vers le corridor Terre-Lune. Vitesse, impulsion élevée. Ils ont fini de se positionner. » Halverson expira. Alors nous aussi. Il se tourna vers la console tactique. Activez toutes les plateformes ferroviaires. Réveillez tous les canons électriques de la planète. Dites à tous les opérateurs qu'il ne s'agit plus de défense. Il s'agit de survie. Un deuxième officier intervint. Nous avons aussi un signal. Code humain crypté. Origine. Orbite basse externe. C'est silencieux. Connectez-les.
La voix de Rainer grésilait dans le flux. « Ils arrivent vite et ils sont furieux. On leur a coupé la tête et maintenant la bête s'agite. » Halverson répondit sans hésiter. « Combien de vaisseaux pouvez-vous emporter ?» René ne mentait pas. « Un peut être 2, et puis on n'a plus de projectiles, pas de chance. Alors il faut les exploiter. C'est toujours le cas. La communication est coupée. » René se tourne vers l'équipage de la passerelle. Verrouillez les cibles, les 2 premiers croiseurs, en tête du peloton, dépouillez-les de leur fierté avant qu'ils ne s'approchent. Don hésita. « Monsieur, et s'ils s'étaient adaptés? S'ils avaient renforcé leur coque? Alors on le saura. Et si on meurt, on le fera en faisant ce que les humains font de mieux. » Quoi? Se surpasser. Le premier projectile de canon électrique est parti. Il se déplaçait plus vite que la lumière, silencieux, mortel, infaillible. Le croiseur italien ne l'a pas vu venir. Une seconde plus tard, il diffusait des ordres de cohésion de flotte. La seconde suivante, la passerelle de commandement et tout ce qui se trouvait au-dessus du pont 12 avait disparu, déchiqueté par une balle de la taille d'une navette de transport. Le vaisseau se replia sur lui-même, une torsion grotesque d'alliages tordus et de lumières de panique clignotantes. Avant que les réacteurs ne s'allument, emportant 6000 vies, la cohésion de la flotte fut brisée. Les autres vaisseaux clignèrent des yeux, trébuchèrent, hésitèrent, et Rainer les frappa de nouveau. La seconde balle s'abattit sur le flanc du Haressa, l'un des vaisseaux hybrides les plus récents, tout en courbes esthétiques et en moteurs élégants. Le coup toucha un groupe de moteurs et envoya le vaisseau dans une spirale incontrôlable. « Rechargez !» aboya Rainer. « Balles épuisées, monsieur. Nous sommes à sec. Alors, préparez le repli. Amenez silencieux dans l'ombre de Luna et plongez-vous dans l'obscurité. On ne sert à rien comme cercueil. » Dont le regarda, la mâchoire serrée. Ils s'en prendront à la terre ensuite. René ne quitta pas les étoiles du regard. Alors, on les saignera à blanc. Les vaisseaux du Conseil ne ralentirent pas. Malgré le chaos, malgré les pertes, leurs 7 vaisseaux restants s'enfoncèrent dans le corridor Terre-Luna comme un couteau tranchant une gorge. Ils en avaient fini avec la diplomatie, fini avec les atermoiements. La destruction du Varélien avait été une insulte qu'ils ne pouvaient se permettre. À bord du destroyer de tête, le Tevela Sky, le commandant suprême Harkon, observait la retransmission depuis son siège de commandement avec une immobilité furieuse. Tant d'espèces avaient succombé devant le Conseil. Tant de colonies se rendirent avant qu'un seul croiseur ne touche l'atmosphère. Mais la Terre n'avait rien fait de tout cela. Elle avait caché ses armes en silence, saigné ses flottes sans provocation ni vantardise, puis disparu, pour frapper à nouveau. « Ce n'est pas une espèce guerrière, » murmura son conseiller. « Pas traditionnellement. » La voix d'Harkon était aussi froide que l'espace extérieur. « Alors, mettons fin à leur tradition. » Au-dessus de la Terre, la première frappe de plasma toucha le bouclier supérieur de Luna. Le ciel lunaire s'embrasa tel un soleil mourant. Des milliers de personnes sur Terre virent l'éclair. Malgré les protocoles de blackout, une explosion de lumière d'une fraction de seconde qui ressemblait à la fin du monde. À la surface, des quais ferroviaires automatisés s'activèrent simultanément. Pas de fanfare, pas de compte à rebours, juste le son mécanique de la vengeance. Des projectiles de tungstène furent lancés depuis 6 points, 2 sur la Lune, 4 sur les plateformes de défense cachées de la Terre. Ce n'étaient pas des tirs d'avertissement orbitaux, mais des tirs mortels, chacun conçu pour percer les boucliers énergétiques et poursuivre sa progression. Les 3 premiers tirs furent efficaces. 2 croiseurs furent déchiquetés, fonçant dans des puits de gravité, se brisant tandis que leurs systèmes internes s'effondraient. Mais le 4e tir manqua sa cible. Pas tout à fait. Il érafla le blindage du Dreadnought de classe Azirak, fracturant son blindage sans le pénétrer. Quelques instants plus tard, l'ennemi riposta. Des lances rouges de plasma transpercèrent la haute atmosphère, transformant des plateformes orbitales abandonnées en débris bouillonnants. Un obus toucha une station inhabitée au-dessus du Pacifique.
L'onde de choc neutralisa 6 satellites et perturba temporairement les communications au sol. C'était le coup de semonce. D'autres suivirent. Au poste de commandement, au cœur des Alpes suisses, la situation s'envenima. « Ils préparent les vecteurs d'atterrissage !» cria l'officier tactique. 3 vaisseaux se dirigeaient vers une descente en orbite basse. Halverson fixait la carte, la voix tranchante comme un rasoir. Combien de bottes peuvent-ils déployer ? 10 000 peu. Être plus, sans compter le soutien des drones. Halverson se tourna vers son adjoint. Dites à Rainer d'intercepter. L'homme parut abasourdi. Avec quoi ? Ce qui lui restait. À bord du silencieux, le pont vacillait. La moitié des systèmes étaient sur alimentation de secours. Les baies des canons électriques étaient silencieuses. Les systèmes de survie étaient coupés toutes les heures. René souffrait, sa tempe avait été sectionnée par un rayon de soutien lorsque la deuxième explosion de plasma avait frappé non loin. Mais il était toujours debout. Il le serait toujours. 3 atterrisseurs détectés, dit Don en serrant les dents. Ciblage du quadrant ouest de la Terre. L'un d'eux se dirigeait vers le corridor de Denver. C'est près de la base d'Arcadia. René ne s'arrêta pas. Retournez-nous. Pas de furtivité. Pas de ruse. Les yeux de Don s'écarquillèrent. C'est du suicide. Pas du suicide. De l'interception. Il se pencha. On se place entre eux et la Terre. Et si on ne peut pas les tuer, on meurt sur leur passage. Le silencieux rugit. Pas de furtivité, pas de camouflage, juste une accélération maximale, tous les propulseurs s'allumant tandis que le vaisseau fonçait vers les atterrisseurs en descente tel un prédateur blessé. L'atterrisseur principal du Conseil, le Jalari, ouvrit le feu avec ses tourelles automatisées, arrosant l'espace devant lui de décharges de plasma destinées à désintégrer. Mais Rainer ne ralentit pas. Ses mains agrippèrent la console, les jointures blanches, tandis que la coque gémissait et que les lumières vacillaient. « Rapprochez-nous !» grogna-t-il tout près. « Monsieur, si on les touche, je sais. Un murmure. Je sais. » Ils entrèrent en collision juste au moment où le Jalari pénétrait dans l'atmosphère terrestre. L'avant du Silencer s'écrasa sur le flanc de l'atterrisseur avec une force incroyable, déchirant les 2 vaisseaux en morceaux tourbillonnants, une pluie de feu et de métal s'abattant dans le ciel supérieur telle une comète mourante. Mais ça a fonctionné. Le Jalari s'est désintégré. Ses soutes à troupes ont été percées. Ses systèmes ont lâché. Les débris se sont écrasés dans l'océan, sans causer de dégâts, des milliers de soldats n'ayant même pas atteint le sol. Depuis le poste de commandement, Halverson observait la vidéo. Sa mâchoire tremblait. Il resta silencieux pendant un long moment. Puis, silencieusement, Rainer, espèce de magnifique bâtard. Le ciel du Colorado était en feu. Des traînées de plasma rouge traversaient les nuages, teintant le monde d'une lueur écœurante, tandis que des débris brûlants tombaient comme une pluie de métal. Le deuxième atterrisseur du Conseil avait percé le dernier périmètre défensif de la Terre et s'était écrasé juste à l'est de Denver, s'écrasant au sol tel un marteau divin. Arbres, bâtiments et eaux se réduisirent en poussière sous l'impact. Puis les écoutilles s'ouvrirent. Ce n'étaient pas des drones cette fois. C'étaient des soldats, hauts de 2,50 m, 4 bras, une armure semblable à de la roche volcanique fusionnée à un alliage d'or. Bâtis non seulement pour tuer, mais pour dominer. Les troupes de choc Valari avaient débarqué, sur la crête boisée surplombant les décombres. Le sergent Thomas Tom Drainer les regarda à travers la lunette de son fusil à rail modifié et murmura « Bon, ils ne sont pas là pour négocier. » Son escouade était coincée à la lisière des arbres. 10 hommes. Pas de soutien aérien. Pas d'évacuation. Pas d'artillerie. Juste des fusils de récupération, des munitions renforcées et un refus profond de mourir en silence. Drainer cracha dans la poussière, s'adossa à un arbre et murmura à la radio. « Commandement, ici Echo 1. L'ennemi a atterri, en pleine force. 2 douzaines de débarquements confirmés.
armure lourde. On engage le combat. Bruit parasite. Puis la voix d'une femme, froide, aiguë, crispée par la tension. Écho 1. Ici Forte Arcadia. Vous êtes la dernière unité à l'est de l'impact. Pas de renfort. Retardez-les. Ne les laissez pas franchir la montagne. Compris, dit Draeneur, déjà en mouvement. Si on ne se présente pas d'ici 1 heure. Vous ne le ferez pas, dit-il avec un sourire narquois. Je m'en doutais. Puis il regarda ses hommes. Certains étaient frais, d'autres déjà rodés. Tous ressemblaient à des fantômes éclairés par la lumière du feu, fatigués, les yeux creux, mais debout. « D'accord, les gars, » dit-il, accroupi en contrebas. Ce truc là-bas, c'est celui qu'ils envoient pour mettre fin aux guerres. L'un des jeunes soldats, Rainer, 21 ans, ancien étudiant devenu fusilier, fixait la colline, les mains tremblantes. On n'a même pas de char. Draeneur a chargé un chargeur neuf. Non, ils vont nous tuer. Draeneur l'a regardé droit dans les yeux. Ouais, probablement. Mais voilà la bonne nouvelle, mon gars. Quoi? Il se retourna et afficha un large sourire, les dents ensanglantées. Il suffit d'en tuer un pour que les autres reconsidèrent leur atterrissage. Les soldats du Conseil se déplaçaient comme un mur de la mort. Ils n'aboyaient pas d'ordre, ils ne criaient pas, ils avançaient dans un silence terrifiant. Rang de 4, boucliers imbriqués, lances d'énergie levées, tout à leur portée se vaporisait, les arbres se fendaient, les rochers fondaient, l'air lui-même semblait se courber autour de leur armure. Mais ils n'étaient pas prêts pour les forêts terrestres. L'escouade de Draeneur avait grandi dans la terre, chassé dans les rocheuses, combattu dans des guerres oubliées dans des villes abandonnées. Ils connaissaient le terrain comme une famille. La première embuscade fut simple. Des mines. Le deuxième soldat, en partant de la gauche, marcha sur une charge enterrée, et l'explosion qui en résulta le projeta à 6 mètres de hauteur. Lorsqu'il retomba, la moitié de son plastron avait disparu. Draeneur n'attendit pas. Il surgit d'un trou de renard et tira 3 balles de rail directement dans la chair exposée. La chose ne hurla pas. Elle s'effondra. Puis le vrai combat commença. Ce n'était ni élégant ni glorieux. C'était laid. Équipe serrée. Boue. Fumée. Cris. L'un des soldats transperça le torse du caporal Dick d'une lance à plasma, puis se servit de son corps pour projeter un autre soldat contre un arbre. Draeneur lui rendit l'appareil en tirant à bout portant dans le casque ouvert de la créature, son canon craquant sous l'effet de la chaleur. Un autre soldat s'élança et lança une onde de choc aveuglante de son gantelet. 3 humains furent projetés au sol comme des poupées de chiffon. Draeneur atterrit violemment, les côtes claquant, son arme dévalant la pente. Le soldat avança, dominant le gamin de toute sa hauteur, et juste au moment où il levait le bras pour achever le travail, boum! Draeneur le plaqua par derrière, lui enfonçant une lame volée du Conseil dans l'articulation entre sa plaque dorsale et son cou. Il enfonça une lame volée du Conseil dans l'articulation entre sa plaque dorsale et son cou. La créature fut prise d'un violent spasme, du sang noir giclant sur le visage de Draeneur avant de s'effondrer. Draeneur leva les yeux, hébété. « Il m'a sauvé. » Draeneur ne répondit pas. Il tendit simplement au gamin son propre pistolet de secours et continua sa route. Les alarmes de Forte Arcadia retentissaient déjà lorsque le premier drone de la troupe fit irruption. L'installation n'était pas militaire, du moins pas à l'origine. C'était un site de recherche profondément souterrain, construit dans une montagne pour résister aux frappes nucléaires. Mais lorsque la guerre éclata, il fut reconverti. C'était désormais le centre de commandement de la résistance occidentale. Et s'il tombait, tout le quadrant s'effondrerait avec lui. Le major Ellis, commandant à l'intérieur de la montagne, lança dans les communications « Où diable est donc Echo One ?» Son officier technique, le visage blême, répondit « Il les retarde, mais ils tombent vite. Nous traquons les 12 ennemis restants, mais ils chutent vite. Nous traquons les 12 ennemis restants. » Ellis jura
et frappa du poing le panneau. « Ils ont besoin de plus de temps », chuchota le technicien. « Nous avons le prototype. » Élise se figea. « Non, dit-elle. À moins que... » Il soit à la porte. Drainer n'avait plus de plan. Il saignait du côté. 2 de ses hommes étaient morts. Un 3e avait perdu un bras. Mais ils étaient toujours là, toujours en mouvement, toujours en combat. Lorsqu'il atteignit la dernière crête, il le vit. Fort Arcadia au loin, ses portes de montagne commençant à se fermer. Et devant lui, le dernier soldat Vélari, encore en vie, le commandant. Celui-ci était différent, plus grand, plus froid. Des runes blanches gravées sur son armure, dans une langue que Draenor ne comprenait pas, mais qu'il ressentait au plus profond de lui-même. Il le vit, il le désigna. Le défi était clair. Draenor lâcha son fusil. De toute façon, c'était du fer. Il sortit de son gilet un long couteau, récupéré de l'acier d'une lame du conseil, soudé à une poignée humaine, et s'avança. Le combat fut bref, brutal. Le soldat était plus rapide, plus fort. Draenor était déjà à moitié mort, mais il ne recula pas. Il roula sous le premier coup, enfonça la lame dans l'articulation de sa jambe. L'animal hurla et le projeta contre un rocher. Ses os craquèrent. Sa vision se brouilla, mais il tint bon. Il rugit et chargea. Cette fois, le soldat ne fut pas assez rapide. Il le plaqua au sol, lui enfonça la lame dans le cou, encore et encore, jusqu'à ce que des étincelles remplacent le sang et qu'il s'immobilise. Puis il s'effondra, le souffle court, le corps brisé, mais souriant, car la montagne était toujours debout. À l'intérieur de Fort Arcadia, le prototype était scellé. Un nouveau modèle de canon électrique. Portable, plus petit, plus rapide, forgé à partir du peu de terre restante et construit avec un seul objectif, leur porter la guerre. Élise se tenait au-dessus, puis se tourna vers la dernière technologie encore en vie dans le laboratoire. « Préparez-vous, on ne se contente plus de défendre. » Elle leva les yeux vers le ciel, la fumée étouffant les nuages. « À nous de chasser. » Le vent hurlait à l'extérieur de Fort Arcadia, charriant cendres et neige sur le col brûlé. Le major Élise se tenait sur la plateforme d'observation, les yeux rivés sur l'horizon déchiqueté, où la fumée s'élevait encore des vestiges de l'atterrisseur du Conseil. Le silence régnait, trop silencieux. Le prix de la victoire était toujours le même. Derrière elle, au cœur de la montagne, des ingénieurs s'affairaient autour d'une construction élégante, d'un noir d'obsidienne. On aurait dit un char d'assaut, mais plus long, plus fin, plus anguleux. Sans armes visibles, sans chenilles, il planait silencieusement au-dessus du sol métallique, bourdonnant d'une puissance latente. Projet Taurin. La première plateforme mobile de canon électrique de l'humanité. Ni un vaisseau, ni un drone. Un véhicule d'attaque atmosphérique unique en son genre, conçu pour se déplacer sans laisser de traces, construit à partir d'alliages ennemis récupérés, et grâce à l'ingéniosité humaine, il n'avait jamais participé à un combat réel jusqu'à présent. « État d'avancement » demanda Élise sans se retourner. Son ingénieur en chef, un homme à la peau rugueuse nommé Brixton, s'essuya le front graisseux et répondit, la mâchoire serrée. « Elle est prête. »« Tu es sûr ?» Il la regarda. « Je dors sous son ventre depuis 3 ans. Elle éternue, je le sais. » Élise se retourna enfin. « Tant mieux, car dans 12 heures, on riposte. » À travers la galaxie, le Conseil était en ruine. L'accord central avait perdu plus de vaisseaux capitaux en 2 jours qu'au cours des 2 siècles précédents. Des espèces entières exigeaient des explications. Les routes commerciales s'étaient effondrées. Les files de réfugiés encombraient les systèmes extérieurs. L'illusion de l'ordre, le mensonge de la domination éternelle, s'étaient fissurés. Et la peur se répandait comme une pourriture dans leur hiérarchie. Dans la chambre de guerre récemment réformée de Valiskra, une lune forteresse de la taille d'une planète construite en obsidienne pure, les membres d'élite du Conseil se rassemblèrent sous une voûte tapissée d'or et de lumière stellaire.
Le commandant suprême Harkon, meurtri et amer, frappa la table d'une main gantée. « Vous m'aviez dit que la Terre ne pouvait pas supporter la guerre. » Un bureaucrate, grand, à la peau translucide, vêtu d'une robe de cérémonie, s'inclina légèrement. « Nous avons sous-estimé leur base industrielle. »« Non, » s'exclama Harkon. « Vous avez sous-estimé leur rage, et maintenant nous avons enterré des flottes à cause de cela. » Une autre voix, sèche et aiguë celle-là, retentit à l'autre bout. Ils se battent comme des bêtes acculées. Le regard d'Harkon devint froid. Non, ils se battent comme une créature qui se souvient de la douleur. Il se tourna vers la table de guerre, une carte de la galaxie illuminée de zones rouges qui n'existaient pas une semaine auparavant. Nous ne les contrôlons plus. Nous sommes traqués. De retour sur Terre, au bord du cratère où le deuxième atterrisseur était tombé, un convoi se déplaçait à travers les décombres tel un fantôme. 4 véhicules blindés de transport de troupes, 2 camions armés, et au centre le projet Taurin, planant au-dessus de la route comme s'il se fichait de la gravité. Autour, les survivants d'Echo One roulaient en silence. Ce qui restait des unités de la résistance occidentale s'était réorganisé sous un nouvel indicatif. La compagnie Blackline. À l'avant du véhicule blindé de tête, le Major Ellis était assis, le casque enlevé, les yeux injectés de sang mais concentrés. Dans sa main, un petit bloc de données parcourait les interceptions classifiées. Les vestiges de la flotte du Conseil se retiraient de l'orbite terrestre, ensanglantés, sans but, mais toujours présents. Pire encore, les renseignements suggéraient qu'une base opérationnelle avancée avait été discrètement construite sur la face cachée de la Terre, cachée au cœur des Andes chiliennes, protégée par une distorsion atmosphérique et enfouie sous un camouflage adaptatif. C'était le prochain point d'attaque. Une tête de pont cachée sur Terre? Inacceptable. Ellis mit la radio sur écoute. À toutes les unités. Le regard fixé sur l'avant. Nous percerons dans 6 heures. Taurin mène la charge. Une voix bourrue répondit. Sergent Denver, l'un des derniers chefs d'équipe de draineurs. Cette chose peut-elle gravir une montagne? Ellis eut un sourire narquois. Pas besoin de grimper. Il fait bouger la montagne. Dans le cockpit de Taurin, Brixton était assis au centre de contrôle, flanqué de 2 artilleurs et d'une jeune technicienne en système d'IA nommée Rhea. L'interface ne ressemblait en rien à la technologie terrestre. Pas de joystick, pas de volant, juste des panneaux métalliques incurvés avec des veines de lumière qui réagissaient au toucher, à la pensée et à la voix. « Les pouvoirs sont stables ?» dit Rhea à voix basse. Rays magnétiques chargés à bloc. Brixton se fit craquer le cou. « Terrions la galaxie !» Le convoi atteignit le pied des Andes à la tombée de la nuit. Ce qui restait du terrain ressemblait davantage à une peinture de guerre. Arbres calcinés, rochers brisés et sols carbonisés. Les drones de reconnaissance l'avaient confirmé. La technologie du Conseil était enfouie dans les montagnes. Tunnels profonds, processeurs atmosphériques, même des nœuds de boucliers. Ils construisaient une présence permanente, pas un avant-poste, mais une colonie. Ella se tenait avec son équipe près de la crête. Le vent froid fouettait son manteau tandis qu'elle examinait l'entrée. Une caverne naturelle élargie par des fouilles poussées. Pas de lumière, pas de garde, mais elle savait qu'il n'en était rien. Denver, prenez l'équipe Bravo et longez l'ouest. Posez les brouilleurs. Oui, Rhea, donnez-moi des données thermiques. Le technicien afficha un écran. Des silhouettes rouges se déplaçaient sous terre comme des insectes. 30 à 40 corps humanoïdes. 2 méchas. Aucune présence aérienne. Parfait. Ellis leva son fusil, vérifia le chargeur et regarda Taurin, immobile comme un dieu endormi derrière eux. Réveille-la. Le premier coup fut chirurgical. Le sol autour de l'entrée de la caverne explosa vers l'extérieur. Non pas à cause d'une explosion externe, mais de l'intérieur. La balle cinétique de Taurin pénétra le nœud de bouclier à travers la paroi de la montagne, déclenchant une réaction en chaîne dans le réseau électrique du tunnel.
Les lumières de la base ennemie vacillèrent puis s'éteignirent. Avant que le conseil puisse réagir, Ellis et Blackline étaient à l'intérieur. Grenades assourdissantes, projectiles ferroviaires, feu et tonnerre. Les ingénieurs Valari n'avaient aucune chance. La plupart n'étaient même pas blindés. Leurs gardes se précipitèrent pour riposter, mais Thorin tira une seconde salve, cette fois le long de la montagne, effondrant un tunnel et piégeant un tiers des forces ennemies à l'intérieur. Ellis se déplaçait comme un fantôme, son fusil tirant des coups contrôlés à travers la fumée et la poussière. Chaque souffle brûlait. Chaque seconde était un enfer. Mais cette fois, la terre ne se défendait pas. Cette fois, il purifiait. Au cœur de l'installation ennemie, ils la trouvèrent. Une balise. Haute, anguleuse, alimentée par un cristal pulsé et orné de glyphes qu'Ellis ne reconnaissait pas. La voix de Rhea se brisa dans son écouteur. C'est un relais de signal subspatial. Ils ne se contentaient pas de creuser. Ils appelaient des renforts. Ellis ne scia pas. Thorin, visez la cible. Décharge complète. Pas de compte à rebours ? Demanda Brixton par radio. Elle leva son arme et tira elle-même dans la balise. Je suis le compte à rebours. Le dernier tir de Thorin interrompit le relais. Pas de tir, juste l'absence. Un trou dans le monde, aspirant lumière, et son jusqu'à s'effondrer dans un grondement de tonnerre. Des heures plus tard, alors que le soleil se levait derrière eux, la montagne tremblait encore. Ellis se tenait au bord de la vallée fumante, le visage maculé de terre et de sang, et laissa le silence s'installer. Derrière elle, les survivants de Blackline se rassemblèrent. Ils avaient perdu d'autres personnes, comme toujours. Mais cette fois, le jeu en valait la chandelle. Le conseil avait construit une porte, et la terre l'avait refermée. En orbite terrestre, ce qui restait de la flotte du conseil observait la montagne brûler de loin. L'amiral Vatarn, le plus haut gradé encore en vie, se tourna vers son second. Il l'avait prise. « Oui, monsieur. » Il resta silencieux un long moment. « Et maintenant ?» L'assistant hésita. « On se regroupe ? On prépare des représailles ?» Vatarn secoua la tête. « Non, on les prévient. » L'assistant parut perplexe. Vatarn fixait la terre à voix basse. « On peut tuer des rebelles, on peut écraser des soulèvements, mais on ne peut arrêter une espèce qui apprend à aimer la guerre. » La salle du conseil de guerre sous la base lunaire était sombre, silencieuse et lourde de gravité. La gravité littérale, et l'autre, celle qui pesait sur les épaules, derrière les yeux, dans chaque mâchoire serrée et chaque regard insomniaque. Le major Ellis se tenait au centre, flanqué de l'amiral Alverson, et en face d'elle, assis, seul, derrière un blindage renforcé, se tenait un traître. Il paraissait humain, mais il ne l'était pas. Sa peau était pâle, translucide sous les lumières. Pas comme un fantôme, mais comme quelque chose de conçu pour passer. Son regard était trop fixe, ses mots trop clairs. Il s'appelait Creel. « Parle !» dit Ellis froidement, les bras croisés. Creel ne scia pas. « Tu sais déjà qui je suis. Je sais que vous avez été retrouvé près de l'épave d'une capsule de commandement Valari, vêtue d'un uniforme de mort, muni de codes d'accès à la Terre que nous n'avons jamais communiqués. Ce n'est pas tout ce que je porte, dit-il doucement. Ellis jeta un coup d'œil à Halverson, qui hocha la tête. Elle recula. L'amiral prit les devants. « Vous êtes un hybride, » dit Halverson. « Génétiquement modifié, né au Conseil, mais de forme humaine. Pourquoi ?» Creel esquissa un léger sourire. « Parce que le Conseil étudie ses ennemis, et la seule chose qui les terrifie plus que votre technologie, il tapota les schémas du Raygun posés sur la table. Est-ce la part de vous qu'ils ne peuvent prédire? Laquelle? Votre rage, votre mémoire, votre instinct de riposte, même après avoir perdu. » Ellis plissa les yeux. « Alors, quel est votre point de vue ?» Creel se pencha en avant, les yeux rivés sur les siens. « Je veux vous aider à tout détruire. » 12 heures plus tard,
L'opération Godfall était lancée. Ni un raid, ni un test. Une invasion. Objectif: Valis Crux, la forteresse Lune abritant les vestiges de la direction interne du Conseil. Les renseignements confirmés par Krill montraient des failles dans leur défense, des générateurs de boucliers déviés, des structures de commandement fragmentées et des factions internes se retournant les unes contre les autres. « Ils se défont », déclara Krill lors du briefing final, mais pas assez vite. Si vous frappez maintenant avec Thorin et une couverture orbitale, vous ne les vaincrez pas seulement, vous les anéantirez. L'amiral Alverson s'approcha de la table de guerre, entouré des plus grands esprits militaires encore en vie sur Terre. Il désigna le point faible, une fosse polaire abritant un nexus de commandement enfoui sous l'obsidienne. « Vous frappez ici, » dit Alverson. « Vous vous laissez tomber, vous coupez la tête, puis vous la tenez jusqu'à ce que le monde voie leurs dirigeants tomber. » Ellis regarda l'hologramme, froid et concentré. « Et s'ils ne tombent pas ?» Alverson soutint son regard. « Alors, vous les enterrez dans leur propre forteresse. » 3 jours plus tard, la première flotte humaine de l'histoire a quitté leur space pour une mission offensive, s'est silencieusement glissée dans l'hyperespace. 3 croiseurs, reconstruits à partir d'épaves récupérées du Conseil et modernisés avec les systèmes ferroviaires désormais perfectionnés de la Terre. 2 frégates d'escorte transportant des capsules de largage, des méchas et des troupes. Et au centre, silencieux, flottant, bourdonnant d'une détermination glaciale, se tenait Thorin. Ellis se tenait à bord du vaisseau amiral Resolute, son armure noire et dépouillée de ses insignes. Elle ne portait plus de grade, seulement la détermination. Rhea était à la table des ennemis, suivant la progression des sauts. Brixton était déjà à bord de Thorin. Désormais plus machine-com, la moitié de son corps reconstruit après le dernier assaut. Et Krill observait les étoiles. « Interception du signal du Conseil », cria Rhea. « Ils savent que nous arrivons. »« Prévu », répondit Ellis. « Un mouvement de flotte ?»« Négatif. Le trafic interne suggère une crise civile. Une faction tente de prendre le pouvoir avant notre arrivée. » Ellis eut un sourire narquois. « Donnons-leur un sujet de dispute. » Ils sortirent de l'hyperespace et sombrèrent dans le chaos. Valus Crux, autrefois le joyau de l'ordre galactique, brillait désormais de feux internes. Les plateformes de défense étaient hors service. Les communications étaient rompues. 2 destroyers du Conseil orbitaient de part et d'autre. Leurs armes étaient chaudes, mais pointées l'une vers l'autre. Une guerre civile avait éclaté. La flotte terrestre fendit l'atmosphère comme des couteaux, ses canons électriques silencieux mais prêts à tirer. Resolute maintint sa position, déployant des capsules atmosphériques depuis l'orbite, capsules qui brûlèrent dans le ciel comme des étoiles filantes. Ellis était en tête, les bottes calées, les doigts crispés sur le fusil à rail magnétique en bandoulière. Face à elle, une escouade de vétérans de la compagnie Black Line, les meilleurs de la Terre, survivants du corridor de Denver, de l'assaut des Andes et d'une douzaine d'autres enfers dont personne ne se souvenait. Denver se pencha en avant, le visage encore meurtri par le dernier combat. « Tu crois qu'ils vont s'enfuir ?» Ellis ne sourit pas. « Non, je pense qu'ils vont nous faire gagner chaque mètre et je pense que nous sommes les derniers sur Terre à accepter ce prix. Ils ont frappé la surface avec la foudre. La fosse polaire a explosé vers le haut lorsque Thorin a atterri le premier. Ses canons à rail, prêts à tirer sur tout ce qui osait bouger. En quelques secondes, Brixton tira le premier coup, non pas sur une cible, mais sur le mur de la tranchée lui-même. La force cinétique détruisit tout un canal défensif, ensevelissant 4 tourelles automatisées et libérant le passage pour le largage de l'infanterie. Ellis s'écrasa ensuite au sol, roula lourdement, se redressa sur un genou et tira aussitôt. Un soldat Valari, paniqué et blessé, s'effondra avant même de l'avoir vu. Blackline avançait comme un démon dans la tranchée, sans hésitation, sans pitié. Ce n'était pas de la diplomatie. Il s'agissait d'un recouvrement de créances. À l'intérieur de la forteresse, Krill évoluait avec une familiarité silencieuse, conduisant Rhea
et une petite équipe de renseignement à travers des couloirs tortueux d'obsidienne. L'air était lourd de fumée et de panique. Ils protégeront la salle Nexus, prévint-il. C'est là que le Conseil vote, où il enregistre la légitimité. Pourquoi ne pas la détruire? Demanda Rhea. Parce que la Terre n'a pas besoin de les effacer, dit Krill. Elle doit les remplacer. Elle comprenait. Symbolisme. Une nouvelle voie venue du pouvoir. Pendant ce temps, dans la caserne inférieure, Blackline saignait. Une contre-attaque surgit d'en bas. Des troupes plus lourdes, des marcheurs, des SM de drones. Les soldats terriens étaient coriaces, courageux, mais pas invincibles. Danver reçut un coup à l'épaule et hurla, les dents serrées, tandis qu'Ellis le tirait à couvert. « On est encerclés », hurla quelqu'un. Ellis scruta la crête au-dessus d'eux et vit le scintillement des tourelles camouflées se mettre en marche. Ils allaient être massacrés. À moins que, Thorin, ce ne soit Ellis, tu ne me reçoives? La voix de Brixton résonna à travers le grincement et les parasites. Claire et nette. Il me faut un putain de miracle. Tu en auras 2. Une seconde plus tard, Thorin s'élança verticalement, utilisant ses propulseurs gravitationnels intégrés pour sauter par-dessus la tranchée. En plein vol, ses canons à double rail pivotèrent vers le bas et tirèrent. L'impact déchira la paroi de la tranchée et tous les ennemis qui s'y trouvaient. L'explosion détruisit un morceau de couloir de la taille d'une navette. Le sol trembla comme si la lune s'ouvrait. Blackline se regroupa et avança. Au cœur de Valis Crux, la salle du Nexus vibrait de lumière, des arcs d'énergie dorés circulant entre d'anciennes flèches. Les membres survivants du Conseil s'étaient rassemblés, paniqués, beaucoup criant, d'autres pleurant, et quelques-uns armés, espérant un combat impossible. Les portes s'ouvrirent et Krill entra, suivi d'Ellis, de Rhea et d'une vingtaine d'humains armés. Un moment, le silence s'installa. Puis Ellis s'avança. « Tu as régné assez longtemps ?» ricana un grand ambassadeur Valari. « Tu crois que cela te rend puissant? Tu es toujours en infériorité numérique ?» Ellis ne haussa pas le ton. « Nous ne sommes pas là pour négocier. Nous sommes ici pour nous assurer que personne comme vous ne siégera plus jamais dans cette salle. » Un ancien du Conseil leva la main, comme pour voter une dernière fois. Rhea lui tira une balle dans la gorge. Ellis se tourna vers Krill. « Transmettez », acquiesça-t-il, puis appuya sur la console de la balise. Un signal jaillit de la chambre, crypté et permanent. Le Conseil est tombé. La chambre est ouverte. La Terre parle maintenant. Le Conseil est tombé. La chambre est ouverte. La Terre parle maintenant. Au-dessus de la planète, Resolute capta le signal. L'amiral Alverson, les mains croisées dans le dos, regardait en direct Ellis se tenant au-dessus des ruines de la salle la plus puissante de la galaxie. Il se tourna vers son équipage. L'histoire venait de changer. Valicrux brûlait encore lorsqu'ils hissèrent le drapeau de la Terre. Pas une bannière immaculée. Pas un consensus mondial. Juste un étendard déchiré et strié de cendres, cousu à partir des manches des uniformes des morts, planté dans le sol fissuré de la salle Nexus, où 1000 voix extraterrestres débattaient autrefois de la paix, tandis que les vaisseaux brûlaient en silence à l'extérieur. Le silence était différent. Ce n'était plus de la honte. Ce n'était plus de la peur. C'était de l'attente. Le major Ellis se tenait au centre, son armure couverte de sang, de poussière et d'une fatigue persistante. Autour d'elle, la compagnie Blackline occupait la salle comme un lieu saint, fusil prêt, le regard perçant, plus pour les troupes ennemies. Elles avaient disparu. Maintenant, ils s'observaient, car quand le pouvoir change de main, les amis commencent à passer pour des suspects. Krill s'approcha silencieusement, la démarche trop fluide pour une zone de guerre, son visage hybride indéchiffrable. Il ne portait pas d'armure. Il n'en avait pas besoin. Sa défense avait toujours été la connaissance. « Ils ont arrêté de tirer », dit-il. Ellis ne le regarda pas. « Ils attendent de voir si on tire ensuite. Ils ont peur.
Non, dit-elle. Il calcule. Elle se tourna alors vers lui, le regard creux mais fixé. Que va-t-il se passer maintenant? Creel marqua une pause. Alors, soit nous deviendrons ce que nous venons de détruire, soit nous reconstruirons quelque chose de pire. Sur Terre, le monde n'applaudissait pas. Il n'y eut ni défilé, ni proclamation de victoire, juste une reconnaissance silencieuse et le retour sinistre à la reconstruction. Les villes étaient encore en ruine, les océans empoisonnés, le ciel fissuré par les débris orbitaux. Mais une chose avait changé. Plus personne ne viendrait les asservir. Halverson était assis seul dans la salle de guerre sous la base Luna, regardant la retransmission en direct de Valis Crux. Ellis prononçait son premier discours à la galaxie depuis le siège du Conseil. Elle ne se qualifiait ni de reine, ni de présidente, ni de chancelière. Elle prononça un mot représentatif, non pas du pouvoir, mais de la douleur. « Nous ne sommes pas venus pour vous gouverner », résonna sa voix à travers les satellites brisés et les postes d'écoute silencieux de 10 000 mondes. « Nous sommes venus pour nous assurer que vous n'oublierez jamais notre sang. » Elle marqua une pause. « Et si vous nous faites saigner à nouveau, nous vous ferons regretter de vous souvenir de notre nom. Regret de vous souvenir de notre nom. » Puis, la transmission fut coupée. Simple. Inoubliable. Humain. Ellis resta seul après la transmission, les yeux rivés sur les parois de verre noir de la chambre Nexus. Les incendies avaient été éteints, les symboles du Conseil effacés. L'air empestait encore le plasma et l'ambition fondue. Rhea entra discrètement. « Nous avons des visiteurs, » dit-elle. Ellis se retourna. « De quel genre ?» 2 délégations, une Valari, une des colonies extérieures. Ellis se frotta le front. « Déjà ?» Rhea hocha la tête. « Ils veulent parler de la nouvelle structure, du commerce, des frontières, de l'autorité. » Ellis marmonna. « Ils ne sont pas venus quand nous les avons suppliés de nous aider. Ils sont là, maintenant. Bien sûr qu'ils étaient là, car la Terre avait désormais des canons électriques. » Dans le couloir à l'extérieur de la chambre, le sergent Danvers s'approcha en boitant à côté d'Ellis, portant désormais une attelle mécanique sur la jambe qu'il avait failli perdre. « Ils veulent que vous signiez des traités ?» Ellis ne répondit pas. « Ils ne comprennent pas, » dit-il. « Nous ne sommes pas ici pour bâtir un empire. Nous ne voulions simplement pas mourir les mains liées dans le dos. » Ellis parla enfin, à voix basse. « Nous étions comme des souris dans une pièce pleine de lions. Puis un jour, on a apporté un marteau. » Danvers eut un petit rire sombre. « Quel est le plan ? On reste dangereux. On reste honnête. Et on ne leur laissera jamais oublier ce qui arrive quand on ignore un appel à l'aide. Quel héritage ?» Elle regarda les étoiles à travers le verre déchiqueté du dôme brisé. « Non, ce n'est pas un héritage. » Elle se tourna vers lui. « C'est un avertissement. » 3 semaines plus tard, la première délégation humaine traversa le hall de l'Ascension sur Ortonis Prime, l'un des mondes fondateurs du Conseil. Leur cité resplendissait encore de marbre poli, leurs tours dorées s'élevant vers un ciel enveloppé de nuages. Mais les humains ne portaient pas de robes de cérémonie. Ils portaient des armures poussiéreuses, bosselées, non peintes. Le message était clair. Nous n'avons pas gagné par la beauté. Nous avons gagné par la douleur. Certaines espèces applaudirent. D'autres s'inclinèrent. Quelques-unes lancèrent des regards noirs. Au fond de la salle, dans l'ombre, un ancien tacticien du Conseil nommé Vétarn observait le spectacle, les yeux plissés. Sa flotte s'était retirée à la chute de Valus Crux. Mais il n'avait pas capitulé. Pas vraiment. Il attendait, observait et construisait. Il se tourna vers son assistant et murmura « Il pense que c'est la paix. » Sa voix était glaciale. « Laissons-les faire. » De retour sur Valus Crux, Ellis se retrouvait plus souvent seule. Elle n'avait plus besoin de se battre. Les batailles étaient désormais politiques, économiques, diplomatiques. Mais quelque chose en elle commençait à s'effilocher. Les coups de feu lui manquaient. Le poids d'un fusil dans ses mains lui manquait.
Le pouvoir ne lui donnait pas l'impression d'être une victoire. Il lui semblait enchaîné. Krill le remarqua. « Tu dois quitter le trône, dit-il un soir. Je ne suis pas sur un trône. Toi, si. Même si tu ne t'assois jamais. » Elle le regarda. « Que dis-tu » Il s'approcha. « Laisse les autres gouverner. Tu n'as pas été fait pour diriger. Tu as été fait pour rappeler aux gens ce qui arrive quand les dirigeants échouent. » Elle regarda de nouveau les étoiles, et pour la première fois depuis des mois, elle n'éprouvait aucune fierté. Elle se sentait seule. Røa prit le commandement des opérations civiles. Danver devint le premier commandant du pacte de défense dirigé par la Terre. Kriel disparut. Certains disaient qu'il était retourné sur la planète natale des Valaries. D'autres murmuraient qu'il avait infiltré les vestiges du Conseil. Ellis ne posa pas de questions. Elle n'avait pas besoin de savoir. Elle revint sur Terre 2 mois plus tard. Sans escorte, sans célébration. Juste elle et un lever de soleil froid sur le cratère de Denver. Elle marcha seule jusqu'à l'endroit où le nom de Rainer était gravé dans un mur d'acier tordu. Sous son nom, Drainer, Brixton, Jensen, Dix, tant de fantômes. Elle appuya sa main contre le mur et murmura « Tu avais raison. » Elle ferma les yeux. Nous n'avions pas survécu pour gouverner. Nous avions survécu pour leur faire craindre l'oubli. La galaxie ne s'était pas effondrée. Il n'y avait pas de paix galactique, mais quelque chose de bien plus dangereux la remplaçait. Le silence. Un nouvel ordre, imposé non par la politique, mais par la mémoire. Les mondes qui autrefois se moquaient de la Terre commerçaient désormais avec prudence. Les flottes qui patrouillaient autrefois l'espace humain lui donnaient désormais de la distance, et les canons électriques, ces anciens outils brutaux de violence brute, toutes les espèces les réclamaient désormais. Mais une seule savait comment les fabriquer correctement. Une seule en avait appris le prix, et une seule les avait utilisés avec rage. Ellis vécut tranquillement après cela. Son nom apparut dans les livres, des statues furent érigées, son visage figurait sur des timbres, des pièces de monnaie, et même sur les fresques des cathédrales de l'une lointaine. Mais elle ne revint jamais à Valiscrux. Elle laissa cet endroit aux diplomates. Sa guerre était finie, du moins le croyait-elle. 10 ans plus tard, une nouvelle flotte pénétrait dans des systèmes inexplorés. Pas de drapeau, pas de signal, pas d'avertissement, juste des coques noires et une vieille technologie du Conseil, reconstruite, reforgée et enveloppée de silence. À sa tête, l'amiral Vetarn. Il avait attendu, il avait observé, et maintenant, il était prêt. Non pas à la vengeance, mais à la correction. Alors que les premiers signaux d'alerte atteignaient la Terre, tandis que les lumières se remettaient à clignoter en rouge sur la base lunaire, quelqu'un sortit un vieux nom d'un fichier oublié. Ellis. Ils avaient à nouveau besoin d'elle. Ni pour gouverner, ni pour diriger. Mais rappelons-le une dernière fois à la galaxie. On n'ignore plus la Terre. Plus maintenant.